c'est parti. Nous avons passé 2 jours dans le train qui roulait vers l'ouest, traversant des collines et des fleuves, longeant des océans de grains dorés. Nous n'avons pas été attaqués une seule fois, mais je suis resté sur mes gardes. J'avais l'impression de voyager dans une vitrine d'exposition, comme si nous étions surveillés d'en haut, et peut-être d'en bas aussi, et que quelque chose guettait. J'essayais de faire profil bas, parce que mon nom et ma photo s'étalaient en première page de plusieurs quotidiens de la côte Est. Le Trenton Register News publiait une photo de moi, prise par un touriste au moment où je sortais de l'autocar. J'avais des yeux de fou, mon épée se réduisait à une forme métallique floue entre mes mains. Ça aurait pu être une batte de baseball ou un club de golf. La légende sur la photo disait: Percy Jackson, 12 ans, recherché pour être interrogé au sujet de la disparition de sa mère il y a 2 semaines à Long Island. Sortant de l'autocar, où il avait accosté plusieurs passagers âgés, l'autocar a explosé au bord d'une route du New Jersey. Peu après que Jackson ait fui les lieux, d'après les témoignages recueillis, la police suppose que le garçon voyage avec 2 complices adolescents. Son beau-père, Gabi Gliano, offre une récompense pour toute information pouvant aider à capturer le garçon. Ne t'inquiète pas, m'a dit Annabeth, la police mortelle ne pourra jamais nous retrouver. Mais elle ne me semblait pas très convaincue. Je partageais mon temps entre arpenter le couloir du train d'un bout à l'autre parce que j'avais vraiment du mal à rester assis et regarder par la fenêtre. Une fois, j'ai repéré une famille de centaures qui galopait dans un champ de blé, arc à la main, pour chasser de quoi déjeuner. Le petit garçon centaure, haut comme un enfant de CE1, juché sur un poney, a croisé mon regard. Il m'a fait un geste de la main. J'ai jeté un coup d'œil dans le wagon. Personne n'avait rien remarqué. Les passagers adultes avaient tous le nez rivé sur leur ordinateur portable ou plongé dans leur magazine. Une autre fois, vers le soir, j'ai aperçu une bête énorme qui avançait dans la forêt. J'aurais juré que c'était un lion, sauf que les lions ne vivaient pas à l'état sauvage aux États-Unis et que cette bête faisait la taille d'un tank. Sa fourrure luisait d'un éclat doré dans la lumière du soir, puis elle bondit entre les arbres et disparut. L'argent de la récompense d'Hortensia, le caniche, nous avait permis d'acheter des billets pour Denver seulement. Comme nous ne pouvions pas nous offrir de couchettes, nous sommes nos lions dans nos places assises. J'avais la nuque raide. J'essayais de ne pas baver dans mon sommeil, vu qu'Annabeth était juste à côté de moi. Grover n'arrêtait pas de me réveiller par ses ronflements et ses bêlements. Une fois, il a perdu un de ses faux pieds en changeant de position. Annabeth et moi avons dû le lui remettre en vitesse avant qu'un passager ne s'en aperçoive. Alors, m'a demandé Annabeth, une fois la basket de Grover en place, qui a besoin de ton aide? Comment ça? Tout à l'heure en dormant, tu as peu redouillé dans ton sommeil. Tu as dit: je ne veux pas t'aider. De qui rêvais-tu? Je n'ai pas envie d'en parler. C'était la 2e fois que je rêvais de la voix maléfique du gouffre, mais ça me préoccupait tellement que j'ai fini par tout lui raconter. Annabeth s'est tue longuement. Ça ne ressemble pas à Hadès, a-t-elle fini par dire. Il se présente toujours sur un trône noir, et il ne rit jamais. Il m'a proposé ma mère en échange. Qui d'autre pourrait faire cela? À la limite, s'il voulait dire aide-moi à revenir des enfers, s'il veut la guerre avec les Olympiens. Mais pourquoi te demander d'apporter l'éclair primitif s'il l'a déjà? J'ai secoué la tête. Si seulement je connaissais la réponse. J'ai réfléchi à ce que m'avait dit Grover, que les furies dans l'autocar lui avaient donné l'impression de chercher quelque chose. Où est-il? Où l'avez-vous mis? Peut-être Grover a-t-il perçu mes émotions. Il a reniflé dans son sommeil, grommelé quelques paroles où il était question de légumes et a tourné la tête. Annabeth a rajusté sa casquette pour qu'elle lui recouvre bien les cornes. Percy, tu ne peux pas négocier avec Hadès, tu le sais, n'est-ce pas? Il est sournois, son cœur est cupide. Ça m'est égal si ses bienveillants ne sont pas montrés aussi agressifs cette fois-ci.
fois-ci, ai-je demandé, de lui dire que tu les avais déjà rencontrés avant. La main d'Annabeth s'est portée à son collier. Elle a caressé une perle blanche en argile vernissée ornée d'un sapin, un de ces gages de fin d'été. Disons que je ne porte pas le Seigneur des morts dans mon cœur. Ne te laisse pas tenter par un marché pour sauver ta mère. Que ferais-tu s'il s'agissait de ton père? Facile, je le laisserai croupir aux enfers. Tu ne parles pas sérieusement? Les yeux gris d'Annabeth se sont posés sur moi. Elle avait la même expression que dans les bois de la colonie, quand elle avait dégaîné son épée pour affronter le chien des enfers. Mon père me reproche d'exister depuis le jour de ma naissance. Percy, a-t-elle dit, il ne voulait pas d'enfant. Quand il m'a vu, il a demandé à Athéna de me reprendre et de m'élever à l'Olympe, parce qu'il était trop pris par son travail. Ça n'a pas plu à ma mère. Elle lui a dit que les héros devaient être élevés par leurs parents mortels. Mais comment? Enfin, je suppose que tu n'es pas né à l'hôpital. Je suis apparu devant la porte de mon père, dans un berceau en or, descendu de l'Olympe par un séphir. Le vent d'ouest, tu croirais que mon père s'en souviendrait comme d'un miracle, non? Qu'il aurait pris des photos numériques, un truc comme ça. Ben, en fait, il a toujours parlé de mon arrivée comme si c'était la chose la plus dérangeante qui lui soit arrivée de sa vie. Quand j'avais 5 ans, il s'est marié et il a complètement oublié Athéna. Il a pris une épouse mortelle normale. Il a eu 2 enfants mortels normaux et depuis, il essaie de faire comme si je n'existais pas. Je regardais par la fenêtre du train, les lumières d'une ville endormie défilaient. Je voulais réconforter Annabeth, mais je ne savais pas comment. Ma mère a épousé un type vraiment abominable, lui ai-je dit. D'après Grover, elle l'a fait pour me protéger, pour me dissimuler. Dans l'odeur d'un foyer humain, c'est peut-être ce que ton père a voulu faire. Annabeth jouait toujours avec son collier. Elle tripotait une chevalière d'homme en or de l'université de Harvard, qui était enfilée avec les perles. Il m'est venu à l'esprit que ça devait être celle de son père. Je me suis demandé pourquoi elle la portait si elle le détestait autant. Il n'en a rien à faire de moi, a-t-elle dit. Sa femme, ma belle-mère, me traitait comme un monstre. Elle ne me laissait pas jouer avec ses enfants. Mon père faisait exactement comme elle. Si jamais il arrivait quelque chose de dangereux, tu sais, un problème de monstre, ils me regardaient tous les deux d'un œil plein de reproches, l'air de dire: comment oses-tu mettre notre famille en danger? Finalement, j'ai compris le message. Je n'étais pas désiré, je me suis sauvé. Tu avais quel âge? L'âge où je suis arrivé à la colonie, 7 ans. Mais tu n'as pas pu faire le trajet jusqu'à la colline désormais toute seule. Seule, non. Athéna veillait sur moi, me guidait vers des gens qui m'aidaient. Je me suis fait des amis inattendus, qui se sont occupés de moi pendant une courte période en tout cas. J'avais envie de lui demander ce qui s'était passé, mais Annabeth semblait perdue dans ses souvenirs tristes. Alors j'ai écouté les ronflements de Grover, et je regardais par les fenêtres du train les gens de l'Ohio qui défilaient dans l'obscurité. Vers la fin de notre seconde journée de train, le 13 juin, 8 jours avant le solstice d'été, nous avons traversé quelques collines dorées, franchi le Mississippi et débouché dans la ville de Saint-Louis. Annabeth a tendu le cou pour apercevoir l'arche du mémorial. Personnellement, j'ai trouvé que le célèbre monument ressemblait à une poignée de cabas immenses posés sur la ville. Qu'est-ce que je veux faire? A soupiré Annabeth. Quoi donc? Ai-je demandé. Construire un édifice comme celui-ci. As-tu jamais vu le Parthénon, Percy? Seulement en photo. Un jour, j'irai le voir en vrai. Je vais construire le plus grand monument jamais érigé par les dieux. Pour les dieux, un truc qui durera 1000 ans. Toi, ai-je dit en riant, toi, architecte. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça drôle. Rien que la pensée d'Annabeth essayant de s'asseoir tranquillement et de dessiner toute la journée. Elle s'est empourprée. Oui, moi, architecte, Athéna aime voir ses enfants créer des choses, pas juste les démolir comme un certain dieu. Des tremblements de terre que je pourrais nommer. J'ai regardé les tourbillons de l'eau, brune du Mississippi en contrebas. Excuse-moi, dit Annabeth. C'était méchant. On ne pourrait pas travailler un peu ensemble, ai-je plaidé. Dis-moi, Athéna
réfléchir avant de répondre. Pour le chariot, je suppose, a-t-elle dit avec hésitation. C'est maman qui l'a inventé. Mais Poséidon a créé les chevaux avec les crêtes des vagues, alors ils ont dû travailler ensemble pour en faire un véhicule complet. Alors, nous aussi, nous pouvons coopérer, exact. Nous nous sommes enfoncés dans la ville et Annabeth a regardé l'arche disparaître derrière un hôtel. Sans doute a-t-elle fini par dire. Le train est arrivé à la gare du centre-ville par haut-parleur. On nous a annoncé une attente de 3 heures avant le départ pour Denver. Grover s'est tiré avant même d'être entièrement réveillé. Il a marmonné. Nourriture. Mais non, piqué, a dit Annabeth. Tourisme. Tourisme. L'arche du mémorial Jefferson. C'est peut-être la seule chose que j'aurais jamais de monter tout en haut. Alors vous venez. Ou pas. Grover et moi avons échangé un regard. J'avais envie de dire non, mais j'ai réfléchi que si Annabeth y allait, nous ne pouvions pas franchement la laisser y aller seule. Grover a haussé les épaules du moment qu'il y a une buvette sans monstre. L'arche était à environ 1,5 km de la gare. En fin de journée, la queue pour entrer n'était pas trop longue. Nous nous sommes frayés un chemin dans le musée souterrain en regardant des chariots bâchés et diverses autres vieilleries du XIXe siècle. C'était moyennement passionnant, mais Annabeth nous racontait des choses intéressantes sur la construction de l'arche et Grover me passait plein de tragibus, donc ça allait. Pourtant, je n'arrêtais pas de me retourner et de regarder les gens dans la queue. Tu ne sens pas quelque chose? Ai-je murmuré à l'oreille de Grover. Il a retiré le nez du sac de tragibus, le temps de renifler. Souterrain, a-t-il dit, avec dégoût. L'air des souterrains a toujours une odeur de monstre. Ça ne veut sans doute rien dire, mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. J'avais le sentiment que nous n'aurions pas dû être là. Les gars, ai-je dit, vous connaissez les symboles de pouvoir des dieux. Annabeth lisait avec intérêt un panneau sur l'équipement utilisé pour la construction de l'arche, mais elle a tourné la tête. Ouais, eh bien, hâte. Grover m'a interrompu d'un raclement de gorge. Nous sommes dans un lieu public. Tu veux parler de nos amis d'en bas? C'est ça, notre ami de tout en bas. Il a un chapeau comme celui d'Annabeth, n'est-ce pas? Tu veux parler du casque d'obscurité, a dit Annabeth. Oui, c'est son symbole de pouvoir. Je l'ai vu à côté de sa chaise, à la réunion du conseil du solstice d'hiver. Il était là. Elle a hoché la tête. C'est la seule fois où il a le droit de se rendre à l'Olympe, le jour le plus sombre de l'année. Mais son casque est bien plus puissant que ma casquette d'invisibilité. C'est ce qu'on m'a raconté, vrai. Il lui permet de devenir l'obscurité, a confirmé Grover. Il peut se fondre en ombre ou traverser des murs. On ne peut ni le toucher, ni le voir, ni l'entendre. Et il irradie une peur si forte qu'elle peut te rendre fou ou empêcher ton cœur de battre. À ton avis, pourquoi toutes les créatures douées de raison ont-elles peur du noir? Mais alors, comment pouvons-nous savoir qu'il n'est pas là en ce moment même, en train de nous regarder? Annabeth et Grover ont échangé un regard. Nous ne pouvons pas le savoir, a dit Grover. Merci, tu me rassures. Il te reste des tragibus bleus. J'avais presque repris le contrôle de mes nerfs lorsque j'ai aperçu le minuscule ascenseur dans lequel nous allions monter au toit de l'arche, et j'ai su que là, j'étais mal. Je ne supporte pas les espaces confinés, ça me rend dingue. Nous nous sommes retrouvés coincés dans l'ascenseur, avec une grosse dame et son petit chien, un chihuahua au collier clouté de strass. Je me suis demandé si c'était un chihuahua d'aveugle, car aucun des gardiens n'a rien dit. L'ascenseur a commencé à grimper à l'intérieur de l'arche. C'était la première fois que je prenais un ascenseur dont la trajectoire était en courbe, et ça ne me plaisait pas trop à mon estomac. Pas de parents, a demandé la grosse dame. Elle avait de petits yeux perçants, des dents pointues jaunies par le café, une capeline en jean, et une robe assortie qui la boutinait tellement qu'elle avait l'air d'un pipendum bleu. Ils sont restés en bas, a dit Annabeth. Ils ont le vertige. Oh, les pauvres. Le chihuahua a grogné. La femme a dit: Voyons, fiston, tiens-toi bien.
a souri, comme si ça expliquait tout. En haut de l'arche, la terrasse panoramique m'a fait l'effet d'une boîte en fer blanc, tapissée de moquettes. Des rangées de minuscules fenêtres donnaient d'un côté sur la ville et de l'autre sur le fleuve. La vue était belle, mais s'il y a une chose que j'aime encore moins qu'un espace confiné, c'est un espace confiné à 150 mètres du sol. J'étais prêt à repartir tout de suite. Annabeth, en revanche, s'était mise à discourir étayage et ossature, expliquant qu'elle aurait fait les fenêtres plus grandes, mis un plancher transparent. Elle aurait sans doute pu rester des heures, mais heureusement pour moi, le guide a annoncé que la terrasse panoramique allait fermer dans quelques minutes. J'ai entraîné Grover et Annabeth vers la sortie, les ai fait monter dans l'ascenseur. J'allais entrer à mon tour quand j'ai constaté qu'il y avait déjà 2 autres visiteurs à l'intérieur. Plus de place pour moi. Vous prendrez le suivant, monsieur, m'a dit le guide. Nous allons ressortir, a dit Annabeth. Nous allons attendre avec toi. Mais comme ça aurait dérangé tout le monde et ferait encore plus de temps, j'ai dit non, ce n'est pas grave, on se retrouve en bas. Grover et Annabeth avaient l'air inquiets, mais ils ont laissé la porte se fermer. L'ascenseur s'est engouffré dans la cage. Il ne restait plus sur la terrasse panoramique que le guide, un petit garçon avec ses parents, la grosse dame au chihuahua et moi. J'ai adressé un sourire gêné à la grosse dame. Elle m'a répondu, mon sourire, en agitant sa langue fourchue avec ses dents. Attendez une seconde. Langue fourchue. J'étais encore en train de me demander si j'avais bien vu quand son chihuahua a sauté de ses bras et s'est mis à japper contre moi. Voyons, fiston, a dit la dame. Crois-tu vraiment que ce soit le moment? Regarde toutes ces gentilles personnes qui nous entourent. Un toutou, s'écria le petit garçon. Regardez, un toutou. Les parents du petit garçon ont tiré en arrière. Le chihuahua m'a regardé en montrant les gros babines écumantes. Bien, mon fils, a soupiré la grosse dame. Si tu insistes, un bloc de glace s'est formé dans mon ventre. Vous appelez ce chihuahua votre fils? Chimera, mon chou, a corrigé la grosse dame. Pas chihuahua, c'est une erreur courante. Elle a retroussé ses manches en toile de jean, révélant des bras recouverts d'écailles vertes. Lorsqu'elle a souri, j'ai vu que ses dents étaient des crocs. Les pupilles de ses yeux étaient des fentes obliques, comme celles d'un serpent. Le chien s'est mis à aboyer plus fort, en grandissant à chaque aboiement. Il est d'abord devenu de la taille d'un doberman, puis d'un lion. L'aboiement s'est mué en rugissement. Le petit garçon a hurlé. Ses parents l'ont tiré vers la sortie, heurtant de plein fouet le guide, qui était pétrifié sur place, et regardait le monstre bouche bée. La chimère était si grande à présent que son dos frôlait le toit. Elle avait une tête de lion, à la crinière pleine de caillots de sang, un corps et des sabots de chèvre géante, un serpent en guise de queue. Un gros dalle de 3 mètres de long qui sortait droit de son derrière broussailleux. Le collier de chien en strass prenait toujours à son cou, et la médaille, grosse comme une assiette, était maintenant facile à lire. Chimera, enragé, venimeux, crache le feu, prière de contacter le Tartare, poste 954. J'ai pris conscience que je n'avais même pas retiré le capuchon de mon épée. J'avais les mains engourdies, j'étais à 3 mètres de la gueule ensanglantée de Chimera. Je savais qu'à la seconde où je bougerais, la créature bondirait. La femme serpent a émis une sorte de sifflement qui était peut-être un rire. Tu devrais te sentir honoré, Percy Jackson. Le seigneur Zeus m'autorise rarement à défier un héros avec un de mes petits, car je suis la mère des monstres, la terrible Echidna. Je l'ai regardé avec stupéfaction, et tout ce que j'ai trouvé à dire ce fut comme un échidné. Je croyais que c'était une espèce de fourmilier. Elle a hurlé de rage, et son visage reptilien viré au fer marbré de brun. Je déteste quand les gens disent ça. Donnez mon nom à cet animal ridicule. Pour ça, Percy Jackson, mon
fils va te tuer. La chimère est passée à l'attaque. En faisant claquer ses dents de lion, je suis parvenu à éviter son assaut d'un bond sur le côté. Je me suis retrouvé tout près de la famille et du guide qui hurlait en essayant d'ouvrir les portes de secours. Je ne pouvais pas laisser le monstre leur faire du mal. J'ai décapuchonné mon épée, couru à l'autre bout de la terrasse et crié « Hé, Chihuahua !» La chimère s'est retournée plus vite que je ne l'aurais cru possible. Je n'ai pas eu le temps de bondir mon épée. Elle avait déjà ouvert grand la gueule, émettant une puanteur de barbecue géant et craché une rafale de flammes qui fusait vers moi en crépitant. Je me suis jeté au sol. La moquette s'est enflammée. La chaleur était si forte que mes sourcils ont roussi. À l'endroit où je me tenais, un instant plus tôt, un trou perçait le mur de l'arche et le métal fondé fumait sur ses bords déchiquetés. Super, me suis-je dit, nous attaquons un monument national à lampe soudée. Turbulence était maintenant une longue lame de bronze rutilant entre mes mains et quand Chimera s'est tournée, je l'ai asséné sur son cou. Fatale erreur. La lame a ricoché sur le collier du chien. J'ai voulu reprendre mon équilibre, mais j'étais tellement occupé à me défendre contre la gueule de lion lance-flamme que j'ai complètement oublié la queue de serpent, laquelle s'est abattue comme un fouet et a planté ses gros dans mon mollet. Ma jambe entière s'est embrasée. J'ai essayé d'enfoncer Turbulence dans la gueule de la chimère, mais la queue de serpent s'est enroulée autour de mes chevilles et m'a fait tomber. L'épée m'a échappé des mains, a voltigé par le trou dans le mur et dégringolé vers le Mississippi. Je suis arrivé à me relever, mais je savais que j'avais perdu. Je n'avais plus d'armes. Je sentais un poison mortel monter vers ma poitrine. Je me suis souvenu que Chiron m'avait dit qu'Anaclusmos me reviendrait toujours. Pourtant, il n'y avait pas de stylo pie dans ma poche. Peut-être était-elle tombée trop loin. Peut-être ne revenait-elle que quand on la perdait sous sa forme de stylo. Je n'en savais rien. Je n'allais pas vivre assez longtemps pour l'apprendre. J'ai reculé vers le trou dans le mur. La chimère avançait en grondant et en crachant des volutes de fumée. Echidna, la femme serpent, a ricané. Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient, un fiston. Le monstre a rugi. Il n'avait pas l'air pressé de m'achever. Maintenant que j'étais battu, j'ai jeté un coup d'œil au guide et à la famille. Le petit garçon se cachait derrière les jambes de son père. Il fallait que je protège ces gens. Je ne pouvais pas me contenter de mourir. J'essayais de réfléchir, mais mon corps entier me brûlait. J'avais la tête qui tournait, je n'avais pas d'épée. J'étais face à un énorme monstre, cracheur de feu, et sa mère. Et j'avais peur. N'ayant nulle part où aller, j'ai reculé jusqu'au bord du trou. Tout en bas, brillaient les eaux du fleuve. Si je mourais, les monstres s'en iraient-ils? Laisseraient-ils les humains tranquilles? Si tu es le fils de Poséidon, Percy Jackson, a persiflé Echidna, tu ne devrais pas craindre l'eau. Saute, Percy Jackson, montre-moi que l'eau ne te fera pas de mal. Saute, récupère ton épée, prouve ta lignée. Ben voyons, me suis-je dit. J'avais lu quelque part que lorsqu'on sautait dans l'eau en haut de plusieurs étages, c'était comme si on sautait sur de l'asphalte. De cette hauteur, l'impact me tuerait. La gueule de la chimère s'est mise à luire, préparant une nouvelle rafale. Tu es 100 fois, Percy Jackson, m'a dit Echidna. Tu ne fais pas confiance aux dieux. Je ne peux pas te le reprocher. Petit lâche, il vaut mieux que tu meurs maintenant. Les dieux sont déloyaux. Le poison a atteint ton cœur. Elle avait raison. J'étais en train de mourir. Je sentais ma respiration ralentir. Personne ne pouvait me sauver, pas même les dieux. J'ai reculé et je regardais l'eau. Je me suis souvenu de la chaleur, du sourire de mon père quand j'étais né, quand j'étais bébé. Il avait dû me voir, il avait dû me rendre visite quand j'étais dans mon berceau. Je me suis souvenu du trident vert qui avait apparu en tourbillonnant dans le ciel, la nuit de capture l'étendard, quand Poséidon m'avait reconnu comme son fils. Mais là, ce n'était pas la mer, c'était le Mississippi, en plein centre des États-Unis. Meurs, héros sans foi, m'a craché Echidna. D'une voix
célèbre. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une grande révélation pendant ma chute, que j'ai accepté par mortalité, ri face à mon trépas, etc. La vérité, je n'avais qu'une seule pensée en tête. Ah! Le fleuve se précipitait vers moi à la vitesse d'un camion. Le vent me coupait le souffle. Les clochers, les gratte-ciels, les ponts défilaient à la lumière de mon champ de vision. Et puis, boum! Un voile de bulle blanche. Je me suis enfoncé dans les eaux troubles, persuadé que j'allais m'encastrer dans 30 mètres de vase et disparaître à tout jamais. Mais l'impact avec l'eau n'avait pas été douloureux. Je tombais lentement à présent, et des colonnes de bulles montaient entre mes doigts. Je me suis posé sans bruit sur le lit du fleuve. Un poisson-chat gros comme mon beau-père s'est enfui dans la pénombre. Des nuages de limon et d'ordures en tout genre, canettes de bière, vieilles chaussures, sacs en plastique tourbillonnaient tout autour de moi. À ce moment-là, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. 1. Je n'avais pas été écrasé comme une crêpe, ni grillé façon barbecue. Je ne sentais même plus le poison de la chimère bouillir dans mes veines. J'étais vivant, ce qui était bien. Deuxième point, je n'étais pas mouillé. Certes, je sentais que l'eau était fraîche. Je voyais les endroits sur mes vêtements où elle avait éteint les flammes. Mais lorsque je touchais mon t-shirt, il était parfaitement sec. J'ai regardé les détritus qui flottaient devant moi et saisi au passage un vieux briquet. Impossible, pensai-je. J'ai fait rouler la molette sous mon doigt. Une étincelle a jailli. Puis, une minuscule flamme s'est formée, sous l'eau, au fond du Mississippi. J'ai attrapé un emballage de hamburger, tout est trempé, et aussitôt le papier a séché. Je n'ai eu aucun mal à l'enflammer. Dès que je l'ai lâché, les flammes se sont éteintes en crachotant. L'emballage est redevenu un chiffon vaseux bizarre. Mais c'est seulement en dernier que le détail le plus étrange a frappé mon esprit. Je respirais. J'étais sous l'eau et je respirais normalement. Je me suis levé, je m'enfonçais dans la vase jusqu'aux cuisses et mes jambes tremblaient. J'aurais dû être mort. Le fait que je ne l'étais pas ressemblait à un miracle. Il fallait bien le dire. J'ai imaginé une voix de femme, une voix assez proche de celle de ma mère. Percy, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Sous l'eau, ma voix faisait penser à celle d'un garçon bien plus âgé, comme quand elle était enregistrée. Merci, père. Pas de réponse, rien que le flot sombre des ordures charriées par le courant, l'énorme poisson-chat qui repassait devant moi, la lueur lointaine du soleil, couchant à la surface de l'eau, qui nimbait tout d'une teinte caramel. Pourquoi Poséidon m'avait-il sauvé? Plus j'y pensais, plus je sentais la honte m'envahir. D'abord, j'avais eu de la chance à quelques reprises, mais confronté à une créature comme la chimère, je n'avais pas fait le poids. Ces pauvres gens sur la terrasse de l'arche n'étaient sans doute plus de ce monde. Je n'avais pas su les protéger. Je n'étais même pas un héros. Peut-être valait-il mieux que je reste ici, avec le poisson-chat et les autres ratisseurs de vase. Pouf, pouf, pouf. La roue à eau d'un bateau a brassé les flots au-dessus de ma tête, remuant le limon. J'ai découvert à 1,50 m de moi, à peine, la poignée de bronze luisant de mon épée, plantée dans le fond bourbeux. J'ai entendu à nouveau la voix de la femme. Percy, prends l'épée, ton père croit en toi. Cette fois-ci, je sus que la voix n'était pas dans ma tête, ce n'était pas mon imagination. Ces paroles semblaient provenir de partout à la fois, portées par l'eau comme le sonar d'un dauphin. Où es-tu? ai-je demandé à voix haute. Alors, à travers la pénombre, je l'ai vue, une femme
boule s'est formée dans ma gorge. J'ai dit maman. Non, mon enfant, juste une messagère. Même si le sort de ta mère n'est pas aussi désespéré que tu le crois. Va à la plage de Santa Monica. Quoi? C'est la volonté de ton père. Avant de descendre aux enfers, tu dois aller à Santa Monica. S'il te plaît. Percy, je ne peux pas rester longtemps. Ce fleuve est trop sale pour moi. Mais j'étais persuadé que cette femme était ma mère, ou du moins une vision d'elle. Qui? Comment? Les questions que je voulais poser étaient si nombreuses que les mots se coinçaient dans ma gorge. Je ne peux pas rester vaillant. Garçon, a dit la femme. Elle a tendu la main et j'ai senti le courant passer sur mon visage comme une caresse. Tu dois aller à Santa Monica. Et, Percy, méfie-toi des cadeaux. Sa voix s'éteignait. Quel cadeau ai-je demandé? Attends. Elle a tenté de parler une fois encore, mais le son s'était tu. Son image s'est dissipée. Si c'était ma mère, je l'avais perdue de nouveau. J'ai eu envie de me noyer. Seul problème, j'étais immunisé contre la noyade. Ton père croit en toi, avait-elle dit. Elle m'avait aussi qualifié de vaillant garçon, à moins qu'elle se soit adressée au poisson-chat. J'ai patauché jusqu'à Turbulence et je l'ai saisi par la poignée. À la surface, la chimère était peut-être encore là, avec sa grosse mère reptilienne. Peut-être me guettait-elle pour m'achever. Ce qui était sûr en tout cas, c'était que la police mortelle n'avait pas tardé à arriver et qu'elle voudrait savoir qui avait percé un trou dans l'arche. S'il me trouvait, il aurait 2 ou 3 questions à me poser. J'ai remis le capuchon de mon épée et j'ai glissé le stylopi dans ma poche. Merci, père, ai-je dit de nouveau en m'adressant à l'eau sombre. Puis, je me suis propulsé d'un coup de pied dans la vase. Je suis remonté en nageant à la surface. J'ai rejoint la rive à la hauteur d'un McDonald's sur pilotis. Un peu plus loin, tous les véhicules d'urgence de Saint-Louis entouraient l'arche. Des hélicoptères de la police survolaient les lieux. La foule des bateaux m'a fait penser à Broadway un soir de la Saint-Sylvestre. Une petite fille a dit « Maman, ce garçon est sorti du fleuve. » C'est bien, ma chérie a répondu, sa mère, tout en tendant le cou pour regarder les ambulances. Mais il est sec. C'est bien, ma chérie. Une journaliste parlait devant une caméra. Il ne s'agit probablement pas d'un attentat, nous dit-on, mais l'enquête en est encore à ses débuts. Les dégâts, comme vous pouvez le voir, sont considérables. Nous essayons de nous mettre en contact avec certains survivants pour recueillir leurs témoignages visuels. En effet, quelqu'un serait tombé de l'arche. Survivant. J'ai ressenti une grande bouffée de soulagement. Peut-être que la famille et le guide s'en étaient tirés sains et saufs. J'espérais que Annabeth et Grover allaient bien. J'essayais de me frayer un chemin dans la foule pour voir ce qui se passait derrière le cordon de police. Un adolescent, disait un autre journaliste, Canal 5, a appris que d'après les caméras de surveillance, ce serait un adolescent pris d'une crise de démence sur la terrasse panoramique qui aurait déclenché cette monstrueuse explosion. Difficile à croire, John. Mais c'est ce qu'on nous dit ici. À nouveau, aucune victime n'est déclarée. J'ai battu en retraite en m'efforçant de garder la tête baissée. J'ai dû décrire une grande boucle autour du périmètre de police. Il y avait des policiers en uniforme et des journalistes partout. Je commençais à désespérer de jamais retrouver Annabeth. Grover, quand une voix familière appelait. Percy. Je me suis retourné et Grover m'a serré de toutes ses forces dans ses bras. On a bien cru que tu avais pris un allié simple pour les enfers. Annabeth, qui était derrière lui, essayait de paraître en colère. Je voyais bien qu'elle était soulagée, elle aussi. On ne peut pas te laisser seul 5 minutes, s'est-elle écriée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé en quelque sorte. Percy, 190 mètres. Derrière nous, un flic a crié. Dégagez le passage. La foule s'est fondue et 2 infirmiers ont déboulé en poussant une femme sur un brancard. Je l'ai reconnue aussitôt. C'était la mère du petit garçon sur la terrasse panoramique. Elle disait. Et alors, ce chien
cet énorme chihuahua cracheur de feu. Allons, madame, a dit l'infirmier, calmez-vous, votre famille va bien. Le médicament va commencer à agir. Je ne suis pas folle. Le garçon a sauté par le trou et le monstre a disparu. À ce moment-là, elle m'a aperçu. Le voilà. C'est ce garçon. J'ai fait volte-face et entraîné Annabeth et Grover derrière moi. Nous nous sommes perdus dans la foule. Qu'est-ce qui se passe a demandé Annabeth. Parlait-elle du chihuahua qui était dans l'ascenseur? Je leur ai raconté toute l'histoire. La chimère et Kidna, en plongeant au vol le message de la dame sous l'eau. Eh ben, s'est exclamé Grover, il faut qu'on t'emmène à Santa Monica. Tu ne peux pas ignorer un ordre de ton père. Avant qu'Annabeth puisse donner son avis, nous sommes passés devant un autre journaliste qui faisait un reportage en direct. J'ai failli piler net quand je l'ai entendu dire Percy Jackson. C'est exact. Dan, Canal 12, vient d'apprendre que le garçon susceptible d'avoir provoqué cette explosion correspond au signalement de Percy Jackson. Recherché par les autorités au sujet d'un grave accident d'autocar survenu dans le New Jersey il y a 3 jours. Qui plus est, on suppose que le garçon est en route vers l'ouest du pays. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, voici une photo de Percy Jackson. Nous avons contourné discrètement le camion télé et nous nous sommes engouffrés dans une ruelle. La première urgence, ai-je dit à Grover, c'est de quitter cette ville Visa. Par je ne sais quel miracle, nous sommes arrivés à rejoindre la gare de chemin de fer. Ça nous fait repérer. Nous sommes montés à bord du train, juste au moment où il se mettait en route. Pour Denver, le train s'est enfoncé vers l'ouest, dans l'obscurité, tandis que derrière nous, les gyrophares illuminaient encore le ciel de Saint-Louis. Et voilà, c'est la fin du chapitre 14. On est à 58% du livre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, les chapitres sont un peu plus courts. Mais c'est cool, ça fait une vidéo de 38 minutes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut.